présenter l'intervenante d'aujourd'hui, Caroline Desombre. Et avant ça, je vais déjà vous parler 2 petites minutes de la diapo qui est affichée derrière moi pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit et du coup, voir à quel point vous pourriez peut-être nous aider dans nos travaux de recherche. Donc peut-être que vous avez déjà des informations sur Pégase, donc je ne vais pas rentrer dans tout ça. Simplement, on va faire un petit focus sur le rôle de Pégase pour faire du lien entre la recherche et le terrain. Donc c'est un des grands objectifs du projet Pégase. Et pour ça, on essaye de justement rapprocher différents acteurs, donc des enseignants, des chercheurs, mais aussi des parents, des enfants, et des personnes qu'on va appeler personnes ressources, c'est-à-dire des personnes qui nous permettront de communiquer sur des études qui sont en cours ou sur de la recherche de terrain particulier. Donc pour pouvoir faciliter ça, on a une plateforme qui s'appelle le Pupil Lab, qui est du coup gérée par une coordinatrice qui s'appelle Adreasso, qui est absente aujourd'hui, mais qui vous verrez certainement dans d'autres séminaires. Et son rôle, c'est de faire du coup ce lien, et pour ça, elle récupère des contacts de personnes volontaires. Donc je vous invite, si vous avez ces différentes casquettes, donc parents, enseignants, ou que vous considérez que vous êtes en lien avec des enfants et que peut-être vous pouvez nous aider pour diffuser des informations, à aller visiter la page du Pupil Lab et éventuellement, si vous êtes intéressé, du coup, à vous inscrire sur ces listes de contacts. Donc ça vous engage à rien de particulier, simplement à recevoir des informations. Donc après cette petite interlude sur le Pupil Lab, donc je vais maintenant vous présenter Caroline Desombre. Donc Caroline Desombre, elle est professeure de psychologie sociale au laboratoire Psytech. Et c'est là que j'ai besoin de mes petites notes parce que je ne me rappelais plus des intitulés exacts. Donc psychologie, interaction, temps, émotion et cognition, dont elle assure la direction. Et elle enseigne également à l'INSPE, dans la formation initiale des enseignants, des CPE, et aussi dans la formation continue, en particulier le CAPEI. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le terme, le CAPEI, c'est une formation qui prépare du coup à être capable de mettre en œuvre des pratiques de l'école inclusive. Donc ça s'adresse aux enseignants en particulier. Et donc ces travaux aujourd'hui qu'elle va nous présenter sont en lien justement avec cette thématique de l'école inclusive. Et donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous en parle, mais simplement pour vous donner les grandes lignes, il va s'agir de s'intéresser aux attitudes des enseignants envers l'école inclusive et aux liens que peuvent avoir ces attitudes avec leurs pratiques pédagogiques d'inclusion. Donc je laisse la parole à Caroline et je la remercie grandement d'être aujourd'hui là pour nous parler de ses travaux. Merci beaucoup. À mon tour de vous remercier, notamment Fanny de m'avoir invitée aujourd'hui et puis au pôle Pégase. J'appartiens aussi à un pôle PIA3 qui s'appelle 100% IDT et je trouve ça bien qu'on puisse en fait s'enrichir mutuellement. Alors, comme l'a dit Fanny, je vais vous présenter des travaux sur la question des attitudes envers l'éducation inclusive. Vous allez voir, je vais essayer de vous retracer un peu le raisonnement que j'ai eu les 7 dernières années par rapport aux travaux qu'on a menés. Beaucoup de travaux ont été menés sur les attitudes et puis à un moment donné, il y a eu un petit goût de trop peu. Il y a eu quand même cette envie d'aller voir du point de vue des pratiques pédagogiques. Et j'irai même, si j'ai un peu le temps, vous présenter des travaux qui ont été réalisés sur les élèves. Alors, je tiens à vous dire que c'est assez nouveau pour moi parce que c'est la première fois que je présente en fait ces travaux. Et je voudrais juste vous dire que je travaille jamais seule. J'ai de la chance. Je travaille avec des collègues topissimes. Et donc, notamment, une partie des travaux que je vais vous présenter sont issus de la thèse de Camille Legrin, qui soutient vendredi. J'ai également travaillé avec Benoît Galland et Sélénie Brasselet sur justement ces questions de pratiques pédagogiques inclusives et sur la question des attitudes, mais je le resignalerai à ce moment-là. J'ai travaillé en fait avec Michael Jury et puis Marine Delaval. Voilà, j'ai pas pu mettre toutes les personnes avec lesquelles je collabore, mais en l'occurrence, c'est les principaux sur les travaux que je vais vous présenter. Alors, je voudrais juste revenir un peu sur cette idée d'éducation inclusive et puis son évolution. C'est juste pour qu'on soit d'accord sur le concept. Vous devez, si vous êtes enseignant ou chercheur, vous devez savoir qu'il y a eu une progression très importante de la question de l'éducation inclusive. Pendant très longtemps, les personnes
qui présentaient des besoins éducatifs particuliers. On les appelait plutôt les handicapés, on ne parlait même pas de personnes handicapées, étaient complètement exclus du système scolaire. On n'avait même pas en tête le fait qu'ils puissent apprendre et pour lequel il n'y avait pas du tout d'apprentissage qui était envisagé pour ces élèves. C'était pas tant, enfin c'était une discrimination, mais qui n'était pas forcément volontaire. Ça venait pas du tout à l'esprit l'idée qu'ils pouvaient apprendre. Ensuite, on est arrivé à l'idée qu'ils pouvaient apprendre certains apprentissages, mais forcément en dehors de l'école. On n'envisageait absolument pas que l'école de la République puisse être ouverte en fait, à ces élèves et pour lesquels ils étaient complètement mis à part. À partir de 1975, on a eu cette idée d'intégration pour laquelle on a fait des classes seulement pour les élèves qui pouvaient suivre. Donc vous voyez, le raisonnement, c'était de dire, bon, si l'élève peut potentiellement s'adapter en fait, à l'école, bon, il peut mettre un orteil, voire même un bras, voire même un corps en entier à l'école, mais en fait, c'est seulement s'il a le niveau. Et donc on raisonnait vraiment sur son niveau. Donc seuls les élèves qui avaient un écart à la norme pas trop important pouvaient être scolarisés à l'intérieur de l'école de la République. Et puis à partir de 2005, qui est vraiment le tournant majeur, normalement la loi de février 2005, tous les enseignants la connaissent, il y a eu des effets, il y a un avant et un après, même si ça a mis du temps à se mettre en place, parce qu'on n'avait pas forcément les dispositifs pour pouvoir scolariser les élèves, mais avec cette idée d'inclusion. Et donc ce qu'on entend souvent dire, c'est que à partir de 2005, c'est plus à l'élève de s'adapter à l'école, c'est plus les élèves qui peuvent suivre, qui sont scolarisés dans l'école ordinaire, c'est à l'école de s'adapter à l'élève. Et donc l'idée a été de dire, il faut transformer l'école pour permettre à ces élèves de pouvoir apprendre. Et donc l'idée a été de dire, en fait, on va transformer éventuellement les consignes, éventuellement les supports qu'on va utiliser, pour permettre aux élèves de pouvoir bénéficier en fait des apprentissages. Cette question d'inclusion, à partir de 2005, elle a vraiment été mise en œuvre et pour lequel la formation des enseignants est arrivée un peu après, enfin en tout cas en même temps, mais du coup un peu après. Et il me semble que nous sommes arrivés à un élément encore un peu au-delà, pour lequel, quand on parlait d'inclusion, on avait bien en tête qu'il fallait adapter aux besoins des élèves au sein de la classe, mais plutôt en termes d'individualisation. Moi, j'ai été recrutée en fait en 2008 à l'époque ça s'appelait l'IUFM, et après l'école normale et avant les SP et encore avant les INSP. Et en fait, on demandait aux enseignants de nous montrer quelles étaient les adaptations qu'on proposait à ces élèves. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous intéressait dans le cadre de l'inclusion, c'était de voir comment l'école s'adaptait à la spécificité de l'élève. On est arrivé à un autre niveau maintenant, qu'est l'éducation inclusive, et j'y reviendrai après, pour lequel on considère maintenant qu'on doit prendre en compte l'ensemble des besoins. Et l'idée dans la manière dont on forme les enseignants sur le territoire national, un peu la commande qui nous est faite, elle n'est plus de demander à mettre en place une pédagogie spécifique pour les élèves, mais bien d'intégrer l'ensemble des besoins dans la classe, que l'élève soit en situation de handicap ou non. Je vais vous donner un exemple. Le raisonnement qu'on a, c'est de dire des problèmes de mémoire. Un élève qui est déficient intellectuel va avoir une mémoire faible. C'est quand même une récurrence qu'on a chez la majorité des élèves déficients. L'idée, c'est d'amener l'enseignant à non pas proposer des outils, des supports spécifiques pour cet élève, mais d'intégrer dans sa pratique de classe des soutiens à la mémoire, parce que n'importe quel élève peut être sujet à des problèmes de mémoire. Il peut être préoccupé parce que ses parents sont actuellement en difficulté et sont en instance de divorce. Il peut avoir mal dormi parce que dans sa chambre, il y a un Velux et il n'y a plus beaucoup et que du coup, il a mal dormi. Il peut aussi être un peu moins disponible pour les apprentissages. Et donc, l'idée dans l'éducation inclusive, c'est vraiment le fait de dire qu'on doit intégrer dans notre pratique quotidienne, on doit essayer de répondre à la majorité en fait, des besoins des élèves. Ce qui amène du coup, en termes de réponse pédagogique, à plus demander forcément des gestes professionnels qui soient spécifiques à des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais qui en fait permettent à tous les élèves de pouvoir apprendre. Alors, du point de vue de la réussite de l'éducation inclusive, les chercheurs se sont intéressés à différents niveaux. Je vous ai mis en fait le modèle européen sur l'éducation inclusive qui a été élaboré par Lorman et collaborateurs en 2014, pour lequel en fait ces auteurs se sont intéressés dans la littérature scientifique
aux indicateurs de réussite de l'éducation inclusive. Vous voyez, en termes de recherche, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels indicateurs je vais utiliser pour dire que l'action qu'on a mise en œuvre, elle a des effets positifs ou négatifs du point de vue de la mise en place de l'éducation inclusive. Et donc ce modèle-là, il est lié à 3 éléments, entrée, processus, résultat. Les entrées sont en fait des indicateurs qui sont très larges pour lesquels, si on veut savoir si l'éducation inclusive va être mise en place et si elle va avoir une efficacité, on peut s'intéresser aux politiques éducatives. Par exemple, on sait que les pays qui ont une politique offensive sur l'éducation inclusive, avec un cadre législatif et réglementaire clair de ce point de vue-là, il y a une mise en place qui est plus rapide, plus efficace de l'éducation inclusive. On peut aussi s'intéresser à la formation des enseignants. Il est clair que si je veux savoir si l'éducation inclusive va se mettre en place, une bonne formation des enseignants avec des apports qui sont pertinents, avec des modalités de formation pertinentes, va aider à la mise en place de l'éducation inclusive. Il y a un deuxième grand champ de mesures d'efficacité de l'éducation inclusive que sont les processus, et c'est surtout là-dessus que je vais vous présenter les travaux pour lesquels si je veux mesurer en fait l'efficacité de l'éducation inclusive, sa réussite, je peux m'intéresser à ce qu'on appelle les attitudes envers l'éducation inclusive. Alors les attitudes, c'est un terme en psychologie qui est un peu spécifique. C'est pas l'attitude, la manière dont je me tiens sur ma chaise, c'est vraiment le fait d'être favorable ou défavorable à la mise en place de l'éducation inclusive. Et donc on s'est rendu compte que ce facteur-là, et je vais vous présenter quelques travaux qu'on a menés dans le domaine, on s'est rendu compte que le degré d'acceptation des enseignants, mais aussi des parents, influençait sur la réussite de l'éducation inclusive. On peut s'intéresser également aux pratiques pédagogiques, et c'est ce que je vais vous présenter. Une des difficultés qu'on a eues à un moment donné pour aller investir la question des pratiques pédagogiques, c'est que capter les pratiques pédagogiques, ce n'est pas quelque chose de relativement évident. On a tous l'impression de savoir ce qu'est une bonne pratique pédagogique inclusive. Et alors, quand je me retrouve en classe, et je le vois du point de vue des formations, il nous arrive même entre formateurs de ne pas du tout être d'accord sur ce qu'est une bonne pratique pédagogique, notamment parce qu'une bonne pratique pédagogique, elle est en lien avec les élèves et que parfois, je peux proposer des réponses pédagogiques qui ne sont pas du tout en lien avec les besoins et qui seront complètement à côté. Mais donc, c'est aussi un indicateur qui est important. Et enfin, il y a les résultats pour lesquels la réussite de l'éducation inclusive, l'indicateur le plus direct d'un point de vue scientifique, c'est quand même les apprentissages des élèves, c'est quand même leur orientation. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'un pays, une institution, une école, un collège, tout ce que vous voulez, qui met en place une bonne éducation inclusive, c'est une école qui permet aux élèves d'aller au maximum de leur apprentissage. Alors on a des élèves à besoins éducatifs particuliers qui peut-être n'atteindront pas les compétences du socle attendues à leur âge, c'est possible, mais en fait ce qu'on attend, c'est une progression qui soit la plus optimale et la plus importante possible du point de vue des élèves. Et ça, vous allez voir, c'est quand même aussi un élément qui n'est pas toujours évident, pour lequel on n'a que très rarement évalué l'efficacité des actions qu'on a mises en œuvre à partir des résultats des élèves, parce qu'on n'a pas toujours d'indicateurs fiables. Alors, je vais vous présenter du coup ces 3 éléments. Je vais d'abord vous présenter les travaux qu'on a menés sur les attitudes. Je vais y revenir après, mais je vous dis pourquoi on s'est intéressé surtout aux attitudes. C'est qu'on est un petit peu fainéant et que pour lequel c'est quand même assez facile de mesurer des attitudes envers l'éducation inclusive. C'est un questionnaire lancé à grande échelle. On répond pleinement aux demandes en fait, du fait d'avoir un nombre suffisant de participants pour lequel c'est assez confortable. Et puis on a beaucoup d'auteurs qui ont dit très bien pour la mise en place de l'éducation inclusive, alors on s'en est satisfait pendant un petit temps. Alors, ces attitudes envers l'éducation inclusive, ils ont fait l'objet de beaucoup de travaux et pour lesquels on a pu montrer que différents facteurs influençaient ces attitudes. Je vais vous décrire juste une étude qu'on a menée pour vous expliquer un peu comment c'est. C'est ma préférée. Je me suis fait plaisir de ce point de vue-là. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait 3 grands facteurs qui jouaient du point de vue des attitudes. En fait, ces attitudes, elles sont influencées à la fois par des facteurs liés au contexte. Vous allez voir tout ce qui est politique éducative, tout ce qui est contexte des écoles, pour lequel, quand on a des équipes qui sont fortement engagées, on a plus des attitudes plus positives. On a également des éléments qui sont liés aux élèves, aux enfants. En fait,
malgré le fait qu'on prône une entrée par besoin, la manière dont on forme les enseignants, c'est qu'on leur dit arrêtez de nous parler des troubles des élèves, ça ne nous intéresse pas. Enfin, c'est un guide. Vous voyez, si je sais que c'est un élève qui a des troubles du spectre de l'autisme, ça va orienter un peu sur un certain nombre de besoins. Pareil pour un élève déficient intellectuel. Mais on leur dit arrêtez de dire quand j'ai tel élève, voilà la mallette que je vais mettre en œuvre, il faut analyser les besoins. Il n'empêche qu'on a quand même en tête le fait que ça va être plus facile avec certains élèves qu'avec d'autres, et notamment par rapport aux troubles du comportement pour lesquels on se dit oh, ça va être quand même galère du point de vue de l'inclusion. Et enfin, on a des facteurs liés aux enseignants, c'est-à-dire que, vous allez voir, le sentiment d'efficacité personnelle va jouer de ce point de vue-là. Alors je vais juste vous présenter du coup une double étude pour vous expliquer un peu comment on a mesuré, enfin comment on a travaillé sur ces éléments-là, et je vais vous présenter une étude qu'on a menée du point de vue du soutien perçu. L'objectif de ces travaux, puisqu'en fait on a une littérature qui dit qu'au plus les enseignants sont favorables, au plus l'éducation inclusive se mettra en place de manière optimale, l'idée c'est que nous on s'est dit, on va essayer de regarder quels sont les facteurs qui influencent ces attitudes. Comme ça, en les identifiant, on va faire des préconisations, et notamment par exemple là au soutien perçu. L'idée c'est de se dire, si on montre que le soutien perçu a une influence du point de vue des attitudes, on se dit c'est très bien, on va inciter les cadres de l'éducation nationale, par exemple, à soutenir leurs enseignants du point de vue de l'éducation inclusive. Ça va jouer sur ces attitudes et ensuite, ça aura des effets du point de vue de l'éducation inclusive. Vous allez voir, le raisonnement, c'est de dire que ça va avoir des effets sur les pratiques des enseignants qui eux-mêmes vont avoir des effets du point de vue des élèves. Vous voyez, ça fait beaucoup d'éléments pour lesquels je suis en début de chaîne, mais je me dis que cette début de chaîne, comme la château de cartes, ça va fonctionner. La littérature montre que ce n'est pas exactement le cas. Je vais vous montrer après, je vais vous expliquer après. Alors, souvent, j'ai tendance à dire, quand je présente cette étude, vous allez me dire, super, les chercheurs, ils sont sympas, ils pensent que quand on se sent soutenu, on est plus favorable envers l'objet. J'aurais pu le dire. C'est vrai, mais d'un point de vue scientifique, il y a quand même beaucoup de travaux qui sont contre-intuitifs et pour lesquels ça vaut le coup quand même d'aller le vérifier, pour lesquels d'abord on a commencé par vérifier le fait qu'au plus les enseignants se sentaient soutenus, au plus ils étaient favorables envers l'éducation inclusive. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle une étude corrélationnelle. En fait, on a juste voulu montrer que ces deux éléments évoluaient en même temps. En fait, en gros, on voulait montrer que ceux qui se sentaient les plus soutenus, au plus on se sent soutenu, au plus on est favorable envers l'éducation inclusive. Le problème d'un lien corrélationnel, c'est que ça montre juste que deux variables évoluent dans le même sens. Je vous donne un exemple. Je peux vous montrer une corrélation entre le nombre d'églises et la criminalité. Vous êtes bien d'accord avec moi, ce n'est pas parce qu'il y a des églises qu'il y a de la criminalité. En fait, c'est simplement qu'il y a une variable entre les deux, qu'on appelle médiatrice. C'est lié, en fait, à la taille d'une ville. Au plus une ville est grande, au plus on a besoin de lieux de culte, et au plus une ville est grande, au plus il y a de criminalité, ce qui fait ce lien-là. Mais dans un premier temps, on a voulu montrer qu'on avait un lien entre ces deux variables pour lesquelles on voulait montrer qu'au plus les enseignants se sentaient soutenus, au plus ils étaient favorables envers l'éducation inclusive. La méthodologie est assez simple. On a interrogé des enseignants en ligne, et pour lequel on a fait une mesure d'attitude. Donc en fait, comme je vous disais, c'est très confortable. On leur demande dans quelle mesure ils sont favorables à la mise en place de l'éducation inclusive, dans quelle mesure ils pensent que ça va apporter des éléments positifs pour les élèves, et on leur a demandé dans quelle mesure ils se sentaient soutenus. On a obtenu ce lien. Ce n'est pas une grande révolution. Dans d'autres pays, ça a déjà été montré. C'est toujours bon de le montrer également en France, pour lequel on pourrait avoir des différences d'ordre culturel, pour lesquelles on l'a montré. On s'est dit, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, le lien de corrélation, il est intéressant, mais si ça tombe dans le soutien perçu, j'ai d'autres variables qui interviennent. Vous voyez, on pourrait imaginer par exemple que ceux qui se sentent soutenus sont ceux qui ont le plus de compétences dans le domaine, ou alors qui se sentent le plus compétents. Du coup, on a voulu faire une étude pour laquelle on voulait montrer la causalité. On a voulu montrer que c'est parce qu'ils se sentaient soutenus qu'ils étaient plus favorables envers l'éducation inclusive. On a beaucoup réfléchi avec une étudiante et puis Marine Delaval et Michael Jury pour se dire comment on va faire pour que les enseignants se sentent soutenus ou pas soutenus. On ne voulait pas intervenir en leur donnant des apports, on voulait vraiment juste leur donner le sentiment.
c'est pas cool, mais on voulait juste leur donner le sentiment de se sentir soutenus. Ce qu'on a fait, c'est que on leur a fait lire un texte juste avant de remplir en fait une mesure d'attitude. Vous n'êtes pas du Nord, mais la Voix du Nord en fait a cette mise en page-là. On a bidonné en fait un article de journal pour lequel, dans cet article de journal, on a insisté sur le soutien. Donc vous voyez, le titre est assez éloquent pour ce premier élément. Éducation nationale, des mesures en soutien aux enseignants pour l'inclusion des élèves handicapés. J'ai dû un peu me forcer. On est allé voir comment les journalistes parlaient des élèves. Moi, je parle d'élèves en situation de handicap. Et, on a dit, il faut faire comme un journaliste. Pour la petite anecdote, on préteste en fait ce genre de petit article de journal. À la fin, nous, on y est allé franco. On s'est dit, il faut vraiment qu'ils se sentent soutenus. Et donc, à la fin, on disait, les syndicats, on était sous un ministre qui était assez décrié par les enseignants. Et nous, à la fin, on avait écrit, les syndicats disaient vraiment les choses qui ont été mises en place sont vraiment très positives, on est très contents. Et quand on l'a fait lire aux enseignants, ils nous ont dit non, quand même pas. Donc du coup, les syndicats disaient des progrès, on reste vigilant, mais quand même des progrès. Voilà pour cet article de journal. On en a créé un autre pour lequel c'est exactement le même, mais il est complètement à l'inverse. C'est-à-dire que, vous voyez, le titre, c'est « Insuffisance des mesures en soutien aux enseignants pour l'inclusion des élèves handicapés ». Quand Stéphanie disait « Dans mon établissement, je me suis tout à fait soutenue, on m'explique les besoins des élèves », là, Stéphanie dit « Dans mon établissement, je ne me sens pas du tout soutenue dans mon établissement ». Et puis, on a longuement discuté d'une condition contrôle, c'est-à-dire une condition où, en fait, on ne jouerait pas sur leur soutien. On s'est dit, est-ce qu'on en met un, est-ce qu'on n'en met pas un? On a décidé d'en mettre un. Notre choix n'est peut-être pas le choix le plus pertinent. En fait, on a fait vraiment un article très soporifique, pour être tout à fait honnête avec vous. On a fait un article pour lequel on a décrit le fonctionnement de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc on leur a dit, voilà, il y a autant d'élèves en situation de handicap qui sont scolarisés, il y a une maison départementale pour les personnes handicapées qui existe, qui doivent passer par la commission des droits à l'autonomie. Voilà. On a fait ça, en fait, avec du recul, on aurait dû leur faire lire un texte qui n'avait rien à voir avec l'éducation inclusive pour absolument pas jouer. On y avait pensé, puis après on s'est dit, ils vont nous prendre un peu pour des personnes jetées en disant, je ne comprends pas, je lis un texte qui n'a rien à voir avec l'éducation inclusive. Et puis juste après la lecture du texte, on a mesuré en fait leurs attitudes, on s'est dit que ça pouvait paraître un peu étonnant. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a des logiciels qui sont top, pour lesquels les gens, quand ils cliquent sur un lien, ils sont orientés vers un des articles. Donc, les enseignants lisent un type d'article. Et puis, juste après avoir lu l'article, on leur demande de déclarer en fait leurs attitudes envers l'éducation inclusive. Et donc, voilà les résultats qu'on a obtenus. On a bien montré que quand les enseignants lisent un article pour lequel ils se sentent soutenus, ils ont des attitudes plus positives que quand ils lisent un article en fait, avec peu de soutien. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, la différence, elle est plutôt sur le soutien négatif, c'est-à-dire que vous voyez, dans la condition contrôle, il n'y a pas beaucoup de différence avec le soutien positif. En fait, on se rend compte que quand on attire l'attention de nos participants sur le fait qu'ils manquent de soutien, ils ont tendance à déclarer des attitudes moins positives. Ces travaux-là qu'on a menés, ils avaient pour but d'identifier des variables qui influençaient ces attitudes. Alors, je vais pas aller plus avant sur les différents éléments, mais la littérature, comme vous le voyez, elle est foisonnante du point de vue des attitudes. Il y a beaucoup de travaux qui ont essayé d'identifier des variables qui jouaient. Et donc, par exemple, vous doutez bien, par rapport aux facteurs liés aux élèves, les difficultés des élèves, et notamment les difficultés comportementales, on a le sentiment que ces élèves sont moins incluables. Il y a des travaux de Michael Jury qui ont été réalisés sur les troubles, sur des élèves qui présentent des troubles avec du spectre de l'autisme, pour lesquels on s'est rendu compte que quand on dit aux personnes « est-ce que vous êtes favorable à l'inclusion de ces élèves ?», en fait, la représentation qu'on a des élèves avec autisme amène les enseignants à être plutôt défavorables parce qu'ils assimilent ces troubles-là à des troubles du comportement, ce qui est un peu... ce qui n'est pas forcément une réalité, on parle de spectre de l'autisme parce qu'il y a des expressions tellement différentes, mais pour lesquelles on a énormément de mal en fait, à raisonner, à sortir en fait, de nos représentations. Alors, la raison pour laquelle on a
on a travaillé sur les attitudes. C'était multiple, je vous l'ai dit, je l'ai évoqué, je vais aller assez rapidement, mais d'abord parce qu'on a un modèle théorique qui nous permet de lier les attitudes avec les comportements. En fait, on a un modèle qui s'appelle la théorie du comportement planifié, qui a été mis à l'épreuve dans plein de domaines différents et qui a montré que quand on est favorable dans un domaine, on a intention d'émettre un comportement favorable dans ce domaine-là et général, et on a plus de chances d'émettre un comportement positif. Je vous donne un exemple. Si je suis favorable envers l'écologie, j'ai plus de chances d'avoir l'intention de trier mes déchets et j'ai plus de chances de trier de manière réelle mes déchets. Alors, la littérature a montré qu'il n'y avait pas toujours de lien direct avec les comportements. Il y a parfois des ruptures entre l'attitude et le comportement. Par exemple, vous voyez, je pourrais être ultra défavorable envers l'éducation inclusive, mais quand même avoir des pratiques inclusives parce que j'ai peur de mon inspecteur ou que j'ai envie que mon inspecteur m'évalue positivement et mette en place quand même un comportement qui n'est pas raccord avec mon attitude. De la même manière, je pourrais être ultra favorable envers l'éducation inclusive et pourtant me dire « Oh, c'est quand même des tout petits moineaux qui sortent du nid pour lesquels je vais réduire les attentes et donc mon comportement ne sera pas du tout inclusif. » Mais donc, la raison pour laquelle on s'est intéressé aux attitudes, c'est qu'on avait un modèle théorique qui nous permettait en fait de pouvoir justifier ça. La deuxième raison, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est facile, quoi. Sincèrement, la mesure des attitudes, un petit questionnaire en ligne envoyé à un nombre important de participants, 300 participants, super pour la publication, ça roule ma poule, tout va bien, c'est très bien. Et puis enfin, parce que j'aime bien quand même les petits questionnaires, ça roule ma poule, le problème, ça a été la mesure des pratiques pédagogiques inclusives. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on parle tous de pratiques aidantes, de pratiques qui vont permettre l'inclusion des élèves, mais au final, en fait, déjà, nous, en tant que chercheurs, on se pose la question de la mesure, en fait. Est-ce qu'il faut que j'aille observer ? Par exemple, des travaux ont été menés sur l'observation et pour lesquels on s'est rendu compte qu'en fonction des observateurs, même quand ils sont chevronnés, ils ne sont pas toujours d'accord, en fait. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vécu, vous, dans votre dispositif. Enfin, j'ai entendu que quelqu'un était d'un dispositif Ulysse. Si vous avez passé le CAPEI, en fait, il arrive parfois que deux formateurs n'évaluent pas du tout les pratiques de la même manière et pour lesquels il n'y a pas toujours de lien. On pourrait aussi demander des déclarations des enseignants, mais on se rend compte parfois qu'entre ce que je pense faire et ce que je fais vraiment, il y a un petit hiatus, quoi. Et puis, les questionnaires, c'est pareil. On est quand même sur quoi évaluer du point de vue des questionnaires. En fait, il y a quand même une diversité de pratiques pédagogiques et ça dépend du contexte, ça dépend des élèves, ça dépend de l'enseignant et pour lequel on peut avoir un certain nombre d'éléments. Mesurer des pratiques, c'est aussi, une pratique de classe, c'est complexe. Il y a des interactions en classe. Et puis, il y a plein de comportements qui sont non visibles. Ma pratique, ce n'est pas seulement ce qui se voit, en fait. C'est aussi tout ce que je fais en dehors, qui ne vont pas se voir du point de vue de la classe, et pour lequel, si je fais une observation, un entretien, je n'y aurai pas toujours accès. Ça arrive quand même souvent que des enseignants n'aient pas conscience qu'ils ont des pratiques pédagogiques inclusives, et qu'en fait, ils l'ont de manière... Alors, ils ont construit ça pour lequel ils ont élaboré des gestes professionnels, sans forcément comprendre ce qui sous-tend ces gestes professionnels. On voit parfois des enseignants qui ont des pratiques en revenant aux procédures des élèves et qui sont tout à fait adaptées, mais qui n'ont pas forcément conscience de le faire. Et puis, en fait, du point de vue de ces pratiques inclusives, en fait, on n'a pas d'outils généralistes. On a parfois des gestes professionnels qui vont répondre à un besoin, d'autres à plusieurs besoins. Ça reste un élément très difficile. Et puis, enfin, j'y reviendrai à la fin de mon intervention, c'est quand même difficile de lier les pratiques pédagogiques aux performances des élèves. Il a fallu que je choisisse un terme, j'ai choisi performance des élèves, je ne rentre pas dans le débat de la réussite et de la performance, mais en fait de la mesure de l'efficacité et notamment de l'acquisition des compétences des élèves. Alors, nous, on s'est intéressé à ce qu'on appelle les pratiques pédagogiques inclusives. Vous allez voir, c'est quelque chose de très généraliste et je vais revenir sur cette idée justement de généraliste et c'est vraiment un
parti pris que nous avons eu, pour lequel, en fait, c'est l'ensemble des stratégies pédagogiques qui sont employées par l'enseignant au service de l'éducation inclusive. Et donc, en fait, ça va prendre différentes formes. Ça peut prendre une forme de pédagogie universelle, c'est-à-dire le fait de m'adresser à tous les élèves et de soutenir leur mémoire pour l'ensemble des élèves. L'idée, c'est plus de se transformer en enseignant orchestre qui va faire... je me souviens qu'au début, quand on formait les enseignants spécialisés, il y avait une table qui était réservée au tas pour dire tel groupe d'élèves, tel élève et tel élève, c'est le premier tas, tel élève, c'est le deuxième tas. De temps en temps, on avait 4 tas. On avait aussi parfois des enseignants qui faisaient 4 séances différentes. Un boulot de 4 enseignants différents pour être au plus près des besoins des élèves. Là, l'idée dans une pédagogie universelle, c'est d'anticiper les difficultés en amont. C'est, dès le départ, prendre en compte des éléments de besoin, notamment de mémoire par exemple, pour lequel j'ai une affiche au tableau qui permette de soutenir la mémoire de l'ensemble des élèves qui en auraient besoin. C'est plus le fait de dire sur ta feuille, je vais te rappeler les différents éléments et donc toi tu dois prendre le tas numéro 1. C'est le fait de dire l'ensemble des élèves ont la possibilité de pouvoir avoir une mémoire soutenue parce qu'encore une fois, peut-être que le bruit de la pluie sur le Velux l'a empêché de dormir et que ça l'aidera bien aujourd'hui. Et puis l'idée, j'y reviendrai après, c'est que ces pratiques pédagogiques inclusives, elles ont des effets du point de vue de la performance académique. Alors, je voudrais juste revenir sur cette idée de pédagogie universelle. Je vais vous présenter 2 petites planches qui m'ont été prêtées par Sylvie Seb il y a quelques années, quand on m'a présenté la pédagogie universelle, j'ai eu la chance d'avoir une intervention de Sylvie Seb qui, justement, en fait, avait utilisé ces éléments-là. Et j'avais du mal à comprendre, et j'ai compris grâce à ces 2 petites planches que j'utilise maintenant systématiquement. La première planche, c'est un élève en situation de handicap moteur qui demande au monsieur de pelleter la rampe qui est sur le côté. Et le monsieur qui enlève la neige lui dit « Plusieurs autres élèves attendent de monter les escaliers. Dès que j'aurai terminé, je m'occuperai de la rampe pour vous. » Et il lui répond « Mais si vous pelletez la rampe, tout le monde pourra entrer. » L'idée, c'est d'envisager les obstacles en amont, de ne pas faire un chemin différent. Et je vous montre du coup ma deuxième photo que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faut savoir que la pédagogie universelle est venue en fait des architectes. En fait, j'interviens pas en à-coup en me disant « Ah, j'ai tel élève qui a tel besoin » ou quoi que ce soit après coup. C'est dès le départ, quand je conçois ma séance, j'ai intégré les différents besoins du point de vue des élèves. Ça veut dire qu'en fait, je vais soutenir la mémoire, je vais soutenir les procédures, je vais soutenir la motivation, je vais soutenir le sentiment de compétence. J'essaye, sur tous les éléments qui sont utiles pour pouvoir apprendre, qui sont communs à l'ensemble des individus. Notre fonctionnement cognitif pour pouvoir apprendre, il est commun, et les élèves sont à besoin éducatif particulier parce qu'ils ont une fonction qui est déficitaire. Et bien l'idée, c'est d'essayer au maximum de les anticiper. Alors, je ne voudrais pas être trop démago quand même, vous dire quand même que pour certains élèves, il y aura quand même besoin d'un minimum de réponses parfois individualisées, mais l'idée, c'est qu'en première intention, plutôt que d'avoir des pratiques qui sont spécifiques à certains élèves, je vais essayer au maximum de répondre dans ma pédagogie à ces éléments de besoin. Ça veut dire aux besoins éducatifs particuliers, aux besoins des élèves. Ça veut dire, par exemple, je vais être très vigilant dans mes introductions de séance et dans mes fins de séance, parce que je connais le fonctionnement de la mémoire, je sais qu'on retient mieux les débuts et les fins d'information, et ben je vais beaucoup soigner le début de ma séance et la fin pour lequel je vais revenir sur les informations pertinentes. Je vais systématiquement mettre une pincée de débat métacognitif, de confrontation de procédures auprès des élèves pour lequel je vais introduire dans ma séance, et pas pour cet élève en particulier, mais tous les élèves vont pouvoir bénéficier de ces différents éléments. Et puis si ça continue à résister, j'aurai peut-être une intervention individuelle, mais je vais plus ou moins fonctionner de cette manière-là. Alors, le truc, c'est que on voulait mesurer ces pratiques pédagogiques inclusives, et puis on a commencé à chercher, et notre problème, c'est qu'on n'avait pas d'outils de mesure de cette pratique pédagogique. Alors, le premier élément qu'on a fait, c'est qu'on a constitué un outil de mesure des pratiques pédagogiques
Et cet outil de mesure des pratiques pédagogiques, on a décidé de le faire à 2 niveaux. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, le problème, c'est que quand les enseignants nous disent leurs pratiques, ce n'est pas toujours exactement raccord avec ce qu'ils font. Et donc, on a décidé de créer un outil en interrogeant et les enseignants et les élèves pour avoir en fait la vision la plus objective possible. Et donc, le premier élément qu'on a dû faire pour pouvoir tester notre modèle entre les attitudes, vous vous souvenez, moi, ma préoccupation, c'était de se dire, c'est bien, on a beaucoup travaillé sur les attitudes, mais en fait, je ne suis quand même pas sûre que ça influence les pratiques pédagogiques inclusives. Oui, il y a des travaux qui ont été faits en dehors de l'éducation inclusive. J'ai confiance sur l'idée que normalement, il devrait avoir un lien entre attitude et comportement, même si je sais qu'il n'est pas systématique. Mais en l'occurrence, la littérature, elle était absente de ce point de vue-là. Il y a eu quelques travaux sur les intentions comportementales, mais on ne l'avait pas. Et donc, on a décidé de créer un outil de mesure des pratiques pédagogiques inclusives. Alors, on n'est pas parti de zéro, heureusement, parce que je pense que la thèse de Camille Legrain aurait duré beaucoup plus de temps que ce qu'elle a duré, pour lesquels on s'est appuyé sur 2 outils. Un outil qui avait été réalisé sur les enseignants, qui s'appelle l'IPRS, et un outil qui a été fait sur les élèves, et pour lequel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces 2 outils, on a regardé pour faire un outil commun qui mesurait exactement les mêmes dimensions, pour lequel on a pris l'ensemble de ces items, et on a regardé dans quelle mesure ces items-là pouvaient s'adresser et aux enseignants et aux élèves. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les items communs, et on s'est retrouvé en fait avec, donc on a enlevé tous les items communs et puis ensuite on a fait des analyses pour avoir un outil qui soit fiable. Alors je vais pas du tout vous développer les éléments d'ordre statistique, mais en fait on a réussi à créer un outil. Alors, on aurait aimé qu'il y ait beaucoup plus d'items, et c'est vraiment un élément pour lequel, on aurait aimé que ce soit un peu plus exhaustif, mais on n'a pas réussi à valider un outil qui soit fiable avec plus d'items, et pour lequel, en fait, on a créé un outil à 10 questions, qui sont, en fait, 10 questions qui peuvent être mesurées et chez les enseignants et chez les élèves. Alors, vous comprendrez bien qu'on ne s'adresse pas exactement de la même manière en fait, aux enseignants et aux élèves. On a déterminé en fait 2 facteurs. Un facteur sur les stratégies pédagogiques. Et donc en fait, par exemple, aux élèves, on lui demande, l'enseignant met en lien les nouvelles connaissances avec celles déjà vues. Donc on demande à l'élève de nous dire s'il a le sentiment que l'enseignant met bien en lien les nouvelles connaissances avec ce qui a été vu auparavant. Et quand on pose la question à l'enseignant, on lui pose la question « Je conçois des expériences d'apprentissage qui relient les connaissances antérieures aux nouvelles connaissances » et on demande aux participants de répondre sur une échelle à 1 pas du tout d'accord ou 5 tout à fait d'accord du point de vue des questions. On a un deuxième facteur qu'on a pu mettre à jour qui est la collaboration et l'évaluation pour lequel on demande aux élèves. Par exemple, c'est un exemple d'item, l'enseignant propose des projets communs avec d'autres classes ou d'autres enseignants et l'enseignant doit répondre à la question « Je collabore avec les collègues pour favoriser l'apprentissage des élèves ». Et donc cet outil-là, il nous a été nécessaire pour pouvoir mesurer de manière plus directe les pratiques pédagogiques inclusives. On voulait sortir de ce qui se passe dans la tête à vraiment la pratique et pour lequel on a mis à l'épreuve ce fameux modèle que je vous ai présenté tout à l'heure de la théorie du comportement planifié. Alors, je suis désolée, je vous ai mis le modèle en intégralité juste pour être sûr que je vous biaise pas de ce point de vue-là. Nous, on était vraiment très intéressés sur le lien entre les attitudes, et les intentions comportementales et pratiques pédagogiques. C'est surtout ça, en fait, qu'on a mis à l'épreuve. Alors, je vois le temps qui file, je n'étais pas sûre de pouvoir vous présenter l'ensemble de ces résultats. Sachez qu'on a mis à l'épreuve en fait, ce modèle pour lequel on a pu montrer des liens entre les attitudes et les intentions comportementales. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, si on améliore les attitudes des enseignants envers l'éducation inclusive, ça a tendance à augmenter leur intention de mettre en place des pratiques pédagogiques inclusives, pour lesquelles on se dit quand même que tous les travaux qu'on a menés avant
sur les attitudes, sur les variables qui influençaient, eh ben, on n'a pas à les jeter. On se rend compte que si on agit sur les attitudes des enseignants, il y a plus de chances pour qu'ils aient l'intention de mettre en place des pratiques pédagogiques inclusives. Alors je vais terminer, je vais juste passer ça. Je vais terminer sur un élément pour lequel il y a quand même toujours la question du point de vue de la réussite des élèves. Vous voyez, la théorie du comportement planifié, elle s'intéresse vraiment au lien entre attitude et comportement des enseignants. Sur l'impulsion de Benoît Galland, notamment, on a décidé d'essayer de voir si les pratiques pédagogiques inclusives avaient un effet sur les élèves. Vous voyez, auprès des enseignants, on a tendance à prôner la mise en place des pratiques pédagogiques inclusives, mais dans l'état de la littérature, on n'a pas encore réussi à montrer que ça avait un effet du point de vue de la réussite des élèves. Alors, on a pris en fait deux indices indirects. On a mesuré le bien-être des élèves et on a mesuré leur réussite perçue parce qu'on n'avait pas accès en fait on aurait aimé pouvoir avoir accès aux résultats en fait, notamment par exemple chez des élèves de collège au DNB, on n'a pas eu accès, donc du coup on a pris ces indices, en fait intermédiaires. Et donc les résultats qu'on a obtenus montrent bien que les pratiques pédagogiques inclusives, elles ont effectivement un effet positif du point de vue de la réussite perçue et du bien-être à l'école. C'est-à-dire que quand les enseignants mettent en place des pratiques pédagogiques inclusives, ça a tendance à améliorer le bien-être des élèves et leur réussite perçue. Il y a un deuxième élément d'ordre méthodologique. Vous voyez, je vous ai dit, on a interrogé les enseignants, on a interrogé les élèves. Ça veut dire qu'au final, j'ai 3 indicateurs pour mesurer les pratiques pédagogiques inclusives. Je peux avoir l'indicateur de l'enseignant, c'est-à-dire prendre le score que l'enseignant a déclaré sur ses pratiques pédagogiques. Je peux avoir l'indicateur de chaque élève, du point de vue des pratiques, pour voir le lien entre chaque élève et son bien-être. Ou je peux prendre comme indicateur la moyenne de la classe sur le bien-être ressenti par les élèves. Et donc, d'un point de vue théorique, le meilleur indicateur de mesure des pratiques pédagogiques, c'est de s'intéresser à la classe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que le meilleur observateur des pratiques pédagogiques, ce n'est pas forcément l'enseignant, ce n'est pas forcément l'élève en tant qu'individu, mais plutôt en fait à l'échelle de la classe. Si on veut savoir si la pratique d'un enseignant a des effets positifs du point de vue des bien-être des élèves, il faut passer par l'échelle classe, pour lequel c'est ce qui expliquera le plus l'influence des pratiques pédagogiques du point de vue du bien-être des élèves. Ça va ? J'ai voulu être dans les temps et on arrive à 14h pile. Et du coup, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions.